Moi, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Je suis maître de conférence et j'anime l'équipe d'histoire des techniques d'un laboratoire qui est spécialisé en épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Et à ce titre-là, on établit tout un ensemble de recherches, en particulier autour du monde portuaire, dont je vais parler ce soir, et plus généralement de l'histoire des techniques et de l'histoire industrielle. Alors, comment ça m'est venu tout ça? Ça m'est venu d'abord d'un point de vue d'un parcours professionnel par un long passage au ministère de la Culture, où j'ai travaillé à l'étude du patrimoine industriel, à l'inventaire général d'abord, puis comme expert, entre guillemets, dans un service qui était plus généralement chargé de l'urbanisme. Je pense en particulier à François Loyer, que j'ai connu quand il était professeur à Rennes et avec qui j'ai failli étudier, mais qui m'a immédiatement beaucoup marqué, en particulier son grand livre sur le siècle de l'industrie à l'époque. Je pense à quelqu'un qui malheureusement a disparu, qui n'était pas spécialiste de l'histoire de l'architecture, mais avec qui j'ai énormément appris, qui s'appelait Michel Lagré, qui était mon directeur de thèse. Et puis il y a des rencontres plus récentes qui me marquent. Patrick Bouchain, Alexandre Chemetov, mais aussi Patrice Béguin. Voilà. Poser la place du patrimoine industriel, c'est poser la place de la spécificité dans l'ensemble du champ patrimonial. Est-ce que le patrimoine industriel doit être spécifique par rapport à d'autres types de patrimoine qui nous entourent ici, le patrimoine architectural classique, le patrimoine immatériel aussi, tous ces éléments-là. Et donc je pense que ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années en France, avec un certain retard par rapport à l'étranger, c'est justement l'idée que le patrimoine industriel s'inscrit comme les autres, ou peut s'inscrire comme les autres, dans le champ de la réflexion culturelle. Quand je dis peut s'inscrire, c'est qu'il y a quand même toujours du débat chez certaines personnes, mais en même temps, si vous parlez à un maire aujourd'hui du patrimoine industriel, il ne vous regarde plus avec des grands yeux. Il vous regarde parfois avec un air courroucé, mais plus avec des grands yeux. Il sait ce que ça veut dire. Elle est encore, à mon avis, très marginale. D'une part parce que ce que je comprends aujourd'hui des universités pour l'histoire de l'art est encore très histoire de l'art, beaux-arts, malgré tout. Et en même temps, le patrimoine industriel pose une question de champ qui touche à la physique, à la mécanique, à des éléments comme ça, à l'économie, à l'industrie, qui sont des domaines relativement complexes. Je vais vous raconter une anecdote très rapidement. J'étais à Bordeaux avec des étudiants en octobre et on a visité Bordeaux. C'était les étudiants qui travaillaient autour du patrimoine de l'économie. Et on a visité Bordeaux à la fois en tant que nous, historiens et historiens des techniques, et avec d'autres qui étaient historiens d'art. Et là, on voyait bien qu'il y avait deux mondes qui se parlaient difficilement. Même si nous sommes amis entre nous, il y avait cette discussion qui était très curieuse et très étonnante, où il fallait en effet expliquer que l'architecture, en particulier à Bordeaux, vient justement d'une création de l'économie. Dans mon approche, je constate que j'ai beaucoup appris de l'inventaire général. Et du coup, j'ai beaucoup appris du terrain et de la forme. Et donc, et ça, c'est une richesse que beaucoup d'historiens n'ont pas. Et franchement, le passage à l'inventaire a pour moi été immensément fondateur de ce point de vue-là. Mais le danger de cette question, c'est qu'on ne s'intéresse plus qu'à la forme, entre guillemets, et au développement formel. Et l'intérêt de recaler cette question-là dans l'histoire plus générale, c'est parler de la complexité des éléments, du système de décision, de ce qu'on appelle le système technique ou le système socio-technique, où effectivement une approche industrielle qui peut partir d'un procédé industriel et dans un contexte qui est le contexte de la forme du contenant, de l'usine elle-même, mais aussi dans le contexte de l'économie et du social. Et là, il y a quelque chose qui est très ambitieux, qui peut relever parfois de l'histoire totale, à laquelle on n'y arrive pas, mais à laquelle on peut arriver si on sait travailler en collaboration. La nécessité absolue de continuer cet enjeu de la culture et de la connaissance et de la pédagogie. Je pense qu'un musée de ce type, une cité vivante comme celle-ci, liée à une école de la vie du patrimoine,
est tout à fait utile et indispensable d'un point de vue de la création de culture, c'est-à-dire de l'appropriation des choses. Et là, on est bien aussi dans un enjeu de la modernité. Pour moi, le patrimoine, ce n'est pas une histoire de vieillard, c'est une histoire de vie et de projet contemporains. Et si je vous ai parlé tout à l'heure de Bouchin, de Chemetov et de gens comme ça, c'est qu'évidemment, on est dans le projet contemporain. Et on s'est mis là, à côté de cette maquette de la cité industrielle de Tony Garnier. On est bien là dans cette question de la prospective aussi. C'est-à-dire que des architectes se sont mis en situation de considérer la ville telle qu'elle évoluait et telle qu'elle évolue aujourd'hui pour les contemporains, et de se poser la question, critique ou non, de qu'est-ce que c'est que la part de l'industrie ou d'une économie de la production, puisque l'industrie change aujourd'hui en début du XXIe siècle, dans une situation urbaine. Et cette maquette-là qu'on voit, qui n'est pas un document original, hein, qui est une recréation contemporaine, pose cette question de la place de cette histoire économique dans une histoire de la ville et du paysage. Et ici, on est bien dans cette question qui est fondamentale, c'est que les objets architecturaux sont tous liés les uns aux autres et se construisent dans un espace commun. Il suffit de compter le nombre d'enseignants-chercheurs en histoire des techniques qu'il y a en France. On est bien évidemment dans une situation très curieuse, où notre monde est technique, nous sommes entourés de techniques, et on en parle peu du point de vue de l'histoire, et peut-être encore moins du point de vue de l'épistémologie et de la compréhension de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, on a des enjeux qui touchent à la compréhension du monde se construisant. Et du coup, ça a des conséquences, à mon avis, sur le patrimoine. C'est-à-dire qu'on a moins qu'ailleurs une culture de l'industrie. C'est venu plus tardivement, hein, les grands fondateurs, c'est Domas, Chassagne, Voronov, Bergeron, tout ça, c'est milieu des années 70, 80, c'est venu assez tard. Et ce monde-là n'a pas pu, parce qu'il aurait su, mais il n'a pas pu, développer suffisamment de choses encore aujourd'hui pour créer une vraie dynamique de compréhension de ces enjeux-là aujourd'hui. On dit de plus en plus, oui, on s'occupe des traces de l'histoire, et finalement, si on analyse clairement les projets urbains en particulier, je ne citerai personne, on est dans une situation où on est plus dans une constitution d'alibi que dans une constitution véritable des choses. Ce faisant, on parle quand même de l'histoire, même si elle n'y est pas vraiment, on a quand même cette bribe de choses qui est là. Et puis il y a d'autres projets qui sont, eux, vraiment beaucoup plus tournés sur cette situation-là. Et cette question de l'histoire comme enjeu d'identité au bon sens du mot, c'est-à-dire d'assise, comme compréhension de soi aujourd'hui, moi ça me paraît fondamental. C'est pour ça que je parle de modernité, de contemporanéité du patrimoine. Le patrimoine est un enjeu contemporain. Et cette utilisation de l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé, nous permet de nous asseoir nous-mêmes. On peut détruire et reconstruire à condition qu'il y ait un enjeu de qualité. J'ai rien contre l'architecture contemporaine du tout. Et on peut détruire et on peut reconstruire à condition que ce soit en connaissance de cause. C'est-à-dire que je rase a priori, c'est pas à mon sens supportable. Donc un projet urbain sur des friches, sur de la reconversion, sur de la réhabilitation de lieux, qui se pose comme étant en cette connaissance de cause, en cette connaissance de ce qui s'est passé avant, pour faire du projet, pour garder ce qu'il faut garder, pour ne pas garder quand on est obligé de détruire, est à mon sens quelque chose qui se réussit à ce moment-là. Et avec, du coup, forcément et automatiquement, il y a des éléments qui vont se construire autour de la trace, de la conservation, de l'intelligence du réemploi, des éléments comme ça. J'ai en tête une usine de Dominique Perrault, qui en l'occurrence est près de Nantes, elle aussi, c'est le hasard, mais n'oublions pas que Dominique Perrault est parti des Pays de la Loire, il est mayennais, l'usine Applix est un objet en inox tout à fait intéressant, tout à fait intéressant.
Il y a aussi toute une discussion sur l'esthétique. Alors, je ne parle pas tout à fait de contemporain, mais il y a un travail sur l'usine, quoi qu'on pense du nucléaire. Ce qui est clair, c'est que les centrales nucléaires ont été dessinées par Claude Parent, par des équipes comme ça qui sont tout à fait intéressantes. Donc on peut dessiner les usines. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, sans avoir d'exemple précis en tête, parce qu'il y en a beaucoup, on commence à redessiner les usines. On est passé au-delà de cette question de la boîte en bardage métallique stupide qu'il y avait dans les années 70. Mes lieux préférés, ce serait complètement prétentieux de dire les lieux qui sont bien. Vous savez, comme on aime la musique qui est bonne. Mais en fait, disons ça, je défends aussi une position de revendication autour de l'éclectisme. Peut-être parce que je viens d'abord, du point de vue universitaire, de l'histoire du 19e siècle et de l'architecture du 19e siècle, mais l'éclectisme a du bon quand même. C'est-à-dire que cette possibilité de regarder un peu tout ce qu'on a autour de soi, sans a priori d'abord, me paraît parfaitement fondamentale.